Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va enfin vous parler de ce petit boîtier. Voilà, vous nous avez demandé, vous êtes nombreux à nous avoir demandé la vidéo donc sur l'EOS R5 de chez Canon. Dans une précédente vidéo on vous a parlé du R6 et là il était grand temps de pouvoir tester ce boîtier et vous faire notre tour à son sujet. Donc on a pu le tester durant les dernières semaines, notamment lors d'une randonnée en montagne avec de la neige, etc. Et lors d'un petit road trip en Camargue, donc on a pu voir ce que ça donnait notamment au niveau d'un shooting avec des animaux par exemple. Ce ne sera pas une vidéo technique en fait, puisque vous trouvez toutes les informations nécessaires sur internet, notamment par exemple je pense au numérique, c'est un site où on vous mettra un lien sous la vidéo. Les tests ils les poussent assez loin, c'est un laboratoire, ils montent les ISO assez haut par exemple, ou alors ils font des crops sur les images pour voir ce que ça donne. Nous c'est pas du tout ça qu'on va faire ici, c'est juste donner notre ressenti et sur la qualité en fait finale de l'image. D'accord, donc c'est voilà, on va rester dans des spécifications techniques assez communes, mais on va pas rentrer en détail. Alors, ce sera juste notre avis personnel. Voilà, donc en gros la vidéo elle va se dérouler ainsi. On va vous faire un bref récap en gros de la fiche technique d'appel, on va dire, du boîtier, ce qui normalement doit vous pousser à l'achat quand vous voyez cette petite liste de specs. Voilà, vous devez vous dire il me le faut. Ensuite on rentrera un peu plus en détail voilà, donc, sur chacun des points techniques. Puis on vous parlera, je vous parlerai moi de mon ressenti au niveau de la photo, ce que j'ai aimé, etc. Luc vous parlera de son ressenti par rapport à la vidéo. On vous parlera également des petites nouveautés comme la bague d'adaptation qu'on a pu tester, les nouvelles cartes CF, etc. Et enfin, on vous dira pour qui, selon nous, on pense que le boîtier R5 est destiné. Donc au niveau des aspects techniques voilà, d'appel de chez Canon, vous avez donc le 45 mégapixels, forcément le mode vidéo 8K dont tout le monde a parlé, un enregistrement en 4.2.2 10 bits en interne, très important, rafale 20 images secondes, un boîtier qui est toujours tropicalisé, résistant aux poussières, à l'humidité, etc. Au niveau des ISO 200 à 51200, capteur stabilisé et double emplacement pour le stockage avec les nouvelles cartes CF dont on vous parlera un petit peu plus tard. Donc voilà, ça c'est vraiment les points qui devraient déclencher l'achat chez vous. Voilà. C'est vrai que déjà les 45 mégapixels et le 8K, c'est quand même les deux points forts selon moi sur ce boîtier. Donc on va commencer clairement par rentrer dans le vif du sujet et vous parler directement des 45 mégapixels de ce boîtier. Pour moi c'est vraiment un de ses atouts majeurs. Ils sont nombreux mais voilà, ça pour moi au niveau de la photo c'est vraiment le top du top. Du coup c'est vraiment un plaisir d'avoir des images avec beaucoup de détails dans lesquels on peut cropper, voilà, si jamais on veut plus se focaliser sur un petit détail ou quelque chose de ce genre, et voilà, sans y perdre au niveau de la résolution. On est également, comme c'était le cas sur le R6, sur un capteur qui est stabilisé, donc c'est vrai que couplé avec les optiques RF qui sont elles aussi stabilisées, on arrive à quelque chose vraiment de grandiose. Pour la photo, mais surtout, toi tu en parleras peut-être un petit peu plus au niveau de la vidéo. Et parce que même avec le 70-200, c'est impressionnant comme focale, hein. Même en main levée, en vidéo, on s'en sort bien. Ça c'est important quand même. Et c'est pas juste une stabilisation qui permet de prendre des photos nettes, ça permet aussi de filmer. Vraiment l'image elle est fixe, elle est bloquée en fait sur un point. Bon, c'est sûr que si on a un petit peu Parkinson ou quoi, ça risque d'être un petit peu chaud, mais voilà, ça peut dépanner si on n'a pas le son trépied à disposition. La stabilisation optique plus capteur est vraiment impressionnante. En ce qui concerne la prise en main, voilà, si vous venez de chez Canon, même que ce soit sur
d'autres hybrides, ou que ce soit sur l'ancienne gamme des 5D ou des 6D, ou bref, vous ne serez pas déboussolé. Voilà, on reste quand même sur une prise en main qui est assez similaire. Au niveau des menus, c'est pareil, voilà, on retrouve le menu classique de chez Canon. Je trouve qu'il est même un peu simplifié. Ouais, par exemple, il y a des options qui ne se débloqueront que dans certains modes. Donc ça évite d'avoir plein d'informations dans le menu inutiles. Par exemple, je pense juste à un truc en vidéo, mais sur certains modes, vous allez avoir des options qui sont grisées ou pas. Et forcément, c'est parce que vous n'êtes pas dans le bon mode. Ça évite de faire n'importe quoi et de se perdre dans le menu, quoi. Il y a des choses qui vont apparaître en fait et qui pourront être débloquées. Donc voilà, on reste sur quelque chose d'assez simple, de très simplifié, voilà, au niveau des menus. Ça évite de se perdre dans des menus à rallonge. Voilà, on sait où on doit aller, les choses sont bien écrites. Vous l'activez, vous désactivez, enfin voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire ensuite au niveau du stockage et de la batterie? Donc au niveau du stockage, on est sur un double slot avec une carte CF, les nouvelles donc, et une carte SD. C'est pas mal parce que du coup, encore une fois, dans le menu, vous pouvez sélectionner vos priorités. Donc c'est-à-dire que moi, j'ai choisi d'enregistrer toutes les vidéos sur les cartes CF, donc vous sélectionnez le mode vidéo pour la carte CF, ce qui permet donc de bénéficier de l'enregistrement 8K RAW même, si vous avez les bonnes cartes. Attention à ça, les débits sont très impressionnants, on en parlera après. Et il vous faut aussi le petit lecteur pour pouvoir décharger du coup ces nouvelles cartes. On vous mettra les références dans la barre d'infos, voilà, vous aurez tout ce qu'il faut savoir. Donc ouais, très important, on t'en parlera peut-être un petit peu plus après, les cartes CF, toutes ne permettent pas d'enregistrer en 8K. Donc ça c'est vrai qu'il faut, en fonction des débits. Faire ça vous en doutez très bien. Et ensuite donc ce double slot vous permet aussi, par exemple si vous faites que de la photo, d'enregistrer vos RAW, vos images RAW donc sur la carte CF Express et de sélectionner sur la carte SD juste l'enregistrement des JPEG. Par exemple. Mais c'est assez modulable, vous pouvez faire pas mal de choses. Ce qui est déjà très bien dans un premier temps, c'est vraiment de séparer les photos, les vidéos. Ça évite de faire une confusion générale entre tous les fichiers et c'est vraiment plus simple de s'y retrouver par la suite. Au niveau de la batterie, la durée de vie en comparaison par rapport par exemple au 5D, la gamme des 5D, elle est un peu moindre. Une batterie, ça nous a fait une demi-journée de shooting. En sachant que moi je ne me sers pas de l'écran pour faire des photos, mais Luc s'en sert tout le temps en vidéo. Ouais, donc voilà, c'est très gourmand. Et aussi le viseur, enfin voilà, il y a plein de choses qui prennent un peu plus de batterie que je pense que le capteur stabilisé aussi, il joue un petit peu sur la durée de vie de la batterie, hein. Sur le temps d'utilisation, c'est sûr. Il y a ça, quand on filme, forcément le capteur est en permanence sollicité. Vous avez l'écran aussi, voilà, et puis, donc c'est pas non plus... Non, moi j'ai trouvé ça correct, je me suis pas dit, voilà, déjà, voilà, ça me paraissait normal pour l'utilisation qu'on a eue de la batterie. Mais bon, voilà, on vous conseille, vous achetez plusieurs batteries si jamais vous avez ce boîtier, de toute façon c'est toujours utile. En ce qui concerne la sensibilité ISO, donc ce boîtier il va monter jusqu'à 51200. On vous montrera quelques exemples, mais c'est vrai que nous, dans notre utilisation personnelle, c'est pas quelque chose qu'on a tendance à pousser. Alors, voilà, on reste toujours sur des valeurs ISO qui sont assez moyennes. Voilà, on préfère faire des poses plus longues ou se servir d'objectifs plus lumineux que de toujours monter dans les ISO en premier temps. Ou d'éclairer les scènes aussi. Ou d'éclairer les scènes, voilà, avec des lampes. Non, voilà. C'est sûr qu'on filme pas le noir et qu'on fait pas de photos dans le noir en fait. Donc pour qu'une photo soit jolie, il faut que l'éclairage suive. Donc forcément, on monte pas forcément sur des ISO à 100 000 quoi. Enfin, moi, je comprends pas l'intérêt de filmer une plage dans la pénombre quoi. Après, ça peut être un style artistique. Ça peut être aussi intéressant. C'est vrai que par rapport à une église, si on doit filmer une église, c'est toujours assez sombre, des choses comme ça, ou même des photos dans une église ou un endroit assez sombre, c'est sûr que c'est intéressant, mais ça représente, je sais pas moi, 2% des cas, donc aussi les ISO en 2021,
sachez que tous les boîtiers normalement gèrent ça plus ou moins bien et c'est en général assez bon. On n'est plus dans les années 2008 ou 2010 où c'était encore un petit peu bancal quoi. Je me souviens sur le GH4, il faut aller, je crois qu'à 800, en vidéo, à 800 ISO, ça commençait à être compliqué. Donc, mais ça, c'est une époque, c'est fini. Aujourd'hui, les boîtiers vont très très bien en ISO. Ouais, sans monter forcément, encore une fois, sur des... Ouais, sans trop s'enflammer. Mais ça peut dépanner. Mais voilà, celui-ci, il vaut mieux rester autour des 6400 pour conserver une image assez correcte, sans trop de bruit. Au-delà, il y a du bruit qui est présent, mais... Ça peut être aussi un choix artistique, hein, voilà, si vous passez votre image en noir et blanc, bah, le bruit il peut être un petit peu moins gênant, et puis la post-prod il fait beaucoup, voilà, surtout si c'est en vidéo, bah, y a des logiciels qui permettent d'enlever le bruit, donc ça c'est vrai que de ce côté-là, moyen. Au niveau de l'écran, on est toujours sur un écran orientable, sur rotule sur le côté, voilà, donc ça c'est top. C'est vraiment le truc qui manque sur la gamme des 5D, mais voilà, c'est à l'époque, deux gammes différentes. Hein. Ils préféraient quand même avoir un boîtier robuste, en fait. C'était clairement leur choix. Hein. Je pense qu'ils n'étaient pas encore au point sur la rotule, en fait, de l'écran. Et du coup, ils ont décidé que la gamme des 5D, c'était vraiment des baroudeurs. Ces boîtiers, c'était indestructible. Nous, c'est ce qu'on a encore. Et puis, il est vraiment... Je crois qu'il est indestructible, il est tombé déjà, non, ce boîtier. Bref. Oui, il est tombé plusieurs fois. Voilà, donc là, à voir dans le temps si c'est aussi solide, franchement, ça a l'air. Ça fait pas gadget. Ça fait pas gadget. J'ai pas forcément peur de le casser en le manipulant, donc c'est vrai que ça. Chez Sony, vous savez que vous avez pas forcément ce système-là. Oui, j'aime ça. C'est un système avec des écarts, je sais pas comment expliquer ça. Mais qui fait très. Voilà, personnellement, que je trouve très bancal. On voit la nappe de la connectique, je supporte pas ça, je me dis mais s'il y a une goutte d'eau qui tombe dedans, peut-être que c'est étanche, j'en sais rien. Mais j'aime pas du tout ce système, là c'est bien fini et ça paraît solide. Oui, on reste sur les boîtiers de construction Canon qui sont assez robustes. J'ai pu lire après quelques... Voilà, apparemment ils marquent quand même assez facilement. De ce côté-là, nous, pour le moment, ça va. Mais voilà, à voir ensuite dans le temps ce que ça donne. En tout cas, je sais que moi, mes boîtiers, j'en prends soin. Même si des fois, ils peuvent tomber. Enfin, voilà. Dans l'ensemble, j'y fais plutôt attention parce que j'ai pu voir des boîtiers Canon dans des états. On se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que font les gens avec leurs boîtiers? Je sais pas, ils les font traîner par terre. Mais bon, voilà, faut savoir que les boîtiers Canon sont quand même réputés pour être solides. Sont tropicalisés, donc ça de ce côté-là c'est top pour ceux qui les amènent un petit peu partout en voyage et qui ont l'habitude de faire face à des conditions météorologiques qui sont parfois un petit peu extrêmes. Ensuite au niveau de l'autofocus, là clairement c'est un autre avantage de ce boîtier, autofocus très réactif, comment vous dire que les flamants roses on les a pas loupés, voilà, que ce soit en photo, surtout en photo, parce que toi en vidéo, l'autofocus, tu t'en sers pas. Non, je ne m'en sers pas. Tu expliqueras ça après, parce que ça c'est un grand débat. Tout le monde dit oui, mais l'autofocus en vidéo, mais monsieur ici présent. Non, il n'y a pas que moi. Voilà. Ouais, mais toi, toi tu te sers pas de l'autofocus en vidéo. Mais en photo, il est super au niveau de la détection des visages aussi. Attends, tu dis ça, mais l'autofocus en vidéo, quand j'étais filmé, quand je t'ai fait des portraits, ça marche, mais c'est pas mal. On va voir ça. Ouais, t'as pu tester ça et tu pourrais passer du côté obscur. Je pourrais. Donc voilà, niveau de l'autofocus, de ce côté-là, on n'a rien à dire, surtout quand on passe... si on fait une comparaison entre gamme des 5D et gamme des R, il n'y a pas photo, hein, vraiment, on voit la différence. Ce boîtier, on a pu le tester avec le 70-200. Voilà, donc celui-là, il était juste génial. En camargue, il nous a servi tout le temps. Et on a pu aussi utiliser et tester les bagues d'adaptation. Donc la bague qui permet d'adapter les objectifs de la gamme EF au boîtier R. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas pu tester précédemment. Là, on a pu faire des essais et honnêtement, c'était juste ouf.
On a pu monter le 2405 sur le boîtier R. On va vous montrer la configuration en même temps que je parle. Et c'était... Enfin, franchement, moi, j'ai pas vu de différence au niveau de la prise de vue, enfin de la prise en main. La différence, elle va se voir si on compare vraiment l'objectif RF 2405 avec bien sûr. le 2405 en EF. Forcément, il y a une différence de vitesse de mise au point. Oui, voilà. Un boîtier, enfin un objectif EF ne peut pas être mais vous ne perdez pas, grâce à cette bague, la vitesse de votre 2405 EF. Vous pouvez passer progressivement sur la gamme R en fait, avec vos anciens objectifs qui coûtent, on le sait, ça coûte assez cher. Donc si vous n'avez pas le budget pour tout passer sur du RF, cette bague vraiment c'est miraculeux, hein. Elle gêne pas du tout, la connectique elle est parfaite, c'est solide. C'est une bague qui est traversante, il n'y a pas de miroir, il n'y a rien du tout dedans, hein. C'est juste de la connectique. Hein. Autre point fort de ce boîtier, mais ça c'est quelque chose qu'on retrouvait également qu'on retrouve au final sur toute la gamme R, c'est les aides de mise au point manuelle. Donc ça c'est vraiment un gros plus. Donc au final, avec l'autofocus plus ces aides à la mise au point manuelle, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas réussir à faire des photos nettes tout le temps, à 100%. Voilà, ça clairement c'est un réel avantage. Donc voilà pour un bref récap sur au moins tout ce qui est sur quelques aspects techniques du boîtier, surtout en photo. Voilà, moi je vais vous dire ce que moi j'ai vraiment aimé sur ce boîtier et ensuite Luc va passer à sa partie vidéo. Clairement, moi ce que je retiens c'est la résolution, les 45 mégapixels, ça c'est juste top. On va vous mettre des exemples des photos, enfin moi je trouve que c'est quand même assez grandiose quand on passe d'un boîtier comme le 5D Mark III qui est à 20 mégapixels, quelque chose comme ça. 20.3, je sais voilà. plus. Ouais. À du 45, on voit clairement la différence, c'est le jour et la nuit, il n'y a pas photo. Les aides à la mise au point manuelle, ça je pense que c'est également un grand plus. Une fois qu'on a ça sur son boîtier, c'est difficile de s'en passer. Qu'est-ce que j'ai aimé? Ah oui, ça, franchement, c'est un petit bonheur. Ce boîtier est super silencieux. Il n'est pas intrusif, donc que vous fassiez de l'animalier ou de la photo de reportage de vie, enfin voilà, on peut être discret, donc ça je pense que c'est vraiment aussi un gros avantage de ce boîtier là. Petit détail, mais ça je trouve ça cool, l'obturateur qui reste fermé quand on change l'objectif, voilà, petit truc, petit détail, mais voilà, ça évite d'avoir des poussières qui se mettent sur le capteur et ensuite de devoir galérer avec la gomme à enlever les poussières point par point. Ça c'est un gain de temps, donc c'est pas mal, et puis voilà, c'est une protection qui est non négligeable je trouve sur des boîtiers à ce prix là et à l'heure actuelle. Enfin voilà, c'est cool qu'ils aient mis ça. Le capteur stabilisé, ça c'est cool. Les optiques, c'est des amours, hein. Les optiques RF elles sont juste magiques, elles pèsent. Ça, je vous l'accorde que c'est quand même un petit poids. Donc c'est vrai que si vous vous dites que vous allez quitter les réflexes pour passer sur la gamme des hybrides de chez Canon parce que vous voulez alléger votre sac à dos, c'est pas forcément vrai. Parce que les optiques sont pointues, elles sont top, mais elles sont un petit peu lourdes. Alors peut-être pas pour toutes, il y a peut-être moyen d'en trouver qui sont un petit peu plus légères que d'autres, notamment peut-être le 35 et peut-être le 50. Et encore le 50 on l'avait testé je crois, non, il 50... était quand même assez lourd, mais je crois que le 35 il est un petit peu plus court et un petit peu plus léger. Mais voilà, faut pas que ce soit c'est pas l'argument numéro 1, clairement. Passer des 5D à ça, c'est pas, ou une autre gamme hein, des anciens réflexes de chez Canon. La gamme RF a quand même permis d'alléger les optiques, ça c'est clair. De les réduire, c'est sûr. Le boîtier est carrément plus léger que la gamme des 5D. C'est un tout petit peu plus petit, c'est plus léger. Ouais. Donc sur ça, on y gagne un petit peu, mais vraiment... On y gagne un peu, mais voilà, pour moi, c'est pas l'élément déclencheur. Non, c'est sûr, voilà. Mais ça permet vraiment de réduire... Mais il y a un gain d'espace dans le sac à dos, ça c'est sûr. Voilà, tout est... Un 70-200 en gamme EF, c'est énorme. Quoi. Là, c'est un peu plus court de quelques centimètres.
et c'est plus léger, mais c'est sûr que c'est des optiques qui sont tellement haut de gamme en fait, parce que je pense qu'il n'y a pas plus haut de gamme aujourd'hui, vraiment. Donc forcément, ça se ressent aussi sur le port, on peut pas tout réduire. On peut pas tout avoir. Je pense que la technologie, carrément, c'est ça en fait, on est limité technologiquement pour réduire ces optiques. Là où on a le summum des objectifs photo, sur la gamme RF, il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait mieux vraiment actuellement. Donc voilà, ça sur ça on peut pas le réduire. Et aussi moi perso, le truc que j'ai bien aimé, c'est bon après voilà, toujours en comparaison avec les 5D, c'est le fait d'avoir le double slot et de pouvoir dire là tu mets la photo, là tu mets la vidéo, ça c'est cool, ça évite voilà, trop de confusion. Et maintenant, Luc va vous parler un petit peu de l'aspect vidéo de ce boîtier. Je pense que c'est ce qui a fait un petit peu le plus parler de le R5. Clairement, on en a parlé pour ça, pour la 8K et pour notamment les problèmes de surchauffe. Donc, pour la partie vidéo, alors on avait déjà testé le EOS R, le EOS R6 et voilà, donc le R5. Sur le EOS R, moi ce qui me gênait c'était qu'il n'y avait pas de capteur stabilisé. Donc en plus de ça on avait testé ce boîtier avec des optiques qui n'étaient pas stabilisées. Donc je crois qu'il y avait le 50 mm 1.4 qui était une optique qui n'était pas stabilisée, ou je ne sais plus. Mais en tout cas les deux premières optiques qu'on avait testées sur la gamme RF n'étaient pas stabilisées. Un full frame avec un capteur qui n'est pas stabilisé et l'optique qui n'est pas stabilisée en vidéo, si on n'a pas de trépied, c'est pas la joie, c'est un carnage tout simplement. Tout va trembler en post-production, restabiliser tout ça, ça va être un petit peu compliqué. Vous allez avoir l'effet jelly un petit peu, c'est pas le top. Ici sur le R6 et sur le R5, le capteur est stabilisé. Et en plus de ça, on a pu tester avec des optiques stabilisées et qui fonctionnent vraiment très très bien. Ouais. Donc ça, sur ce point-là, c'est un gros plus. L'image est vraiment fixe en fait, une fois qu'on a choisi. En fait, vous allez le voir des fois sur l'image, elle va un petit peu bouger comme ça, même si vous êtes posé sur un trépied, elle va un petit peu bouger sur les... Je sais même pas, c'est moins d'une seconde forcément. Hein. C'est un truc dans les centièmes de seconde. Et après, clac, elle se fixe. Et là, franchement, il peut y avoir du vent ou vous avez la tremblote, ça ne bougera plus. Sur ça, le boîtier, il est vraiment impressionnant sur ça. Ensuite, la partie que vous attendez tous, je pense, c'est sur la partie du 8K. Ok, à quoi ça sert le 8K aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, ça va être pour des images qui vont être destinées à de la post-production et par exemple, si on va ajouter des effets spéciaux en fait, voilà, parce que vous savez très bien que dans les pubs aujourd'hui on intègre des effets spéciaux. Ça peut être c'est limité en fait, il n'y a même pas d'exemple à donner, hein. C'est je vais faire un plan d'une montagne ou d'une route et en post-production ils vont rajouter je sais pas, n'importe quoi, un éléphant rose qui va déambuler, on s'en fout en fait. C'est voilà, c'est pour faire des effets spéciaux, il faut une très grande résolution et forcément aussi, bien évidemment, pour toute la partie colo, etc., de bon débit et si possible du RAW. Et c'est ce que propose en fait ce boîtier du 8K avec du RAW et en interne en plus. Donc là, franchement, qui fait ça en fait? Personne. Ah ouais, personne. Donc, moi, j'en suis absolument ravi de ça. Et après, qu'est-ce qu'on a entendu? Forcément que ça chauffait. Ça chauffe. Bah oui, ça chauffe. Oui, ça chauffe. Le premier test, en fait, on était dans un parc pour observer des flamants roses. Et je n'ai pas réussi à savoir ce qui s'était passé, en fait, mais c'était pas très long en plus, mais au bout de quelques minutes... T'avais quand même pas mal filmé. Hein. Allez, 15 minutes, au bout de 15 minutes, je me suis aperçu qu'il y avait le voyant donc, de la surchauffe du capteur qui s'était allumé. Et ce que je n'avais pas contrôlé, c'est que je n'enregistrais plus en fait. Et depuis, je ne sais pas depuis quand en fait. Ça faisait 5 minutes, 30 secondes ou je ne sais pas. Je me suis pas rendu compte, j'étais dans le feu de l'action, je me suis pas rendu compte que je ne filmais plus.
C'était pas des plans en RAW en plus, c'était du 8K mais en All Intra, donc c'est un fichier un peu plus avec des débits moins importants que le RAW, on va dire, d'accord, donc on n'a pas la qualité du RAW, mais c'est quand même un fichier assez volumineux avec de très bons débits. J'ai aussi testé pendant ce laps de temps, c'était du 4K avec. T'avais fait du slow-mo? Avec du slow-mo, voilà, c'est ça que je cherchais, je ne me souviens plus du mot. Et effectivement, les temps d'enregistrement annoncés par Canon sont un peu plus réduits aussi que le 8K. Je ne sais pas pourquoi, c'est par rapport au logiciel, je pense, de traitement. Mais voilà, j'alternais en fait du 8K et du slow-mo en 4K. Je savais que les débits étaient impressionnants, donc je filmais pas des séquences de 1 minute, c'était à chaque fois entre 8 et 10 secondes. Okay. Mais malgré ça, j'ai eu un problème de surchauffe. Pour moi, le 8K, c'est vraiment réservé si vous voyez le plan de l'année, enfin le truc qui vous savez que ça va vous rapporter de l'argent, vous le filmez en 8K, vous n'allez pas me foutre du Full HD dessus, quoi. Ouais, parce que ce qu'il faut dire, c'est que par exemple, sur une carte de 64 Go, avec le 8K, c'est combien tu peux filmer? 2 minutes. C'est à peu près 4 minutes. Je crois que c'était 2 minutes. C'est vraiment très très court, j'ai pas les débits, j'ai pas le temps d'enregistrement. C'est pas énorme non plus, quoi. C'est des capacités en fait, donc mais forcément... par contre, pendant la petite surchauffe qu'il y a eu, c'était possible de prendre des photos. Donc là, à ce moment-là, moi j'ai récupéré l'appareil et j'ai fait des photos des flamants roses. Oui, mais ça n'a pas disparu. Le problème de surchauffe ne disparaît pas. Il fallait, je pense, vraiment éteindre le boîtier et attendre, je ne sais pas combien de temps. Et ça, ce problème n'est pas apparu le lendemain lorsque j'ai fait un nouveau test. Donc, je tiens à préciser aussi que la température extérieure, c'était entre 18 et 15 degrés. Ah, il faisait pas si chaud que ça. Et avec un petit peu de vent, donc il faisait pas 30 degrés. J'ai vraiment du mal à expliquer en fait ce qui s'est passé. Je pense qu'il aurait fallu que je pousse un peu plus les essais, mais là, on n'a pas eu trop le temps. Mais voilà, donc c'est vrai que ce problème t'as fait 2 cartes, il n'y a pas eu de souci, quoi. Ouais, donc sur ça, je sais pas. Est-ce que j'ai abusé du slow-mo? Est-ce que j'ai abusé du 8K? Je ne sais pas. En tout cas, il fait du 8K et il fait du 8K RAW, et ça, c'est impressionnant parce que, comme je le redis, il n'y a pas de boîtier photo comme ça, parce que pour moi, c'est quand même un boîtier photo, hein, c'est pas une caméra. Vous pouvez filmer à merveille avec, mais c'est quand même un boîtier photo, d'accord? Donc on va pas le critiquer en fait sur cette partie vidéo, quoi. Il fait du 8K RAW, c'est le maximum qu'il peut faire. C'est extraordinaire, franchement. Moi, si j'ai besoin de passer sur... Parce que voilà, on est versatile aussi, on fait beaucoup de photos et on fait également de la vidéo sur des reportages, donc c'est pas forcément un studio. Donc si j'étais en studio, je me serais clairement orienté vers une RED ou sur une Blackmagic 6K par exemple. Là, c'est pas le cas. Nous, on a besoin. La Blackmagic, vous faites pas de photos avec, hein. C'est du délire, quoi, pour prendre une photo. Je sais pas si ça le fait encore, hein. Donc voilà, là, on est sur un boîtier photo qui prend de la vidéo top. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est juste ce problème de surchauffe. S'il faut, ça va être résolu avec. Il y a eu des mises à jour et ce boîtier. Voilà. On n'a pas mis la mise à jour. C'est la première version. Donc s'il faut, il y a eu des améliorations. On ne sait pas. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et de toute façon. Voilà, par rapport au débit et aux capacités de stockage, le 8K RAW c'est encore quelque chose. C'est clairement, de toute façon, tu veux filmer vraiment, tu veux faire que du 8K, c'est vers ça que tu vas te tourner. Tu vas prendre une caméra, cinéma qui est beaucoup plus à même de filmer tout le temps en 8K. Voilà. Là, c'est pas ce qu'on lui demande, mais il le fait et il le fait bien. Donc voilà, c'est cool d'avoir un boîtier photo qui fait des superbes photos et qui, voilà, si on veut filmer des bons plans en vidéo. Mais après, voilà, il y a le 8K, mais en 4K, il est top. C'est magnifique aussi le 4K en 4.2.2 10 bits avec du C-Log Canon, la Color Science Canon. Je vais vous montrer les images, c'est magnifique, hein, toujours pareil. D'ailleurs, même on va même pas s'attarder sur ça parce que c'est du Canon, quoi. C'est le haut de gamme Canon quand même. Au-dessus, il va y avoir le 1DX et un nouveau boîtier qui va sortir apparemment cette année. Mais voilà, là c'est le plus haut de gamme et moi j'en suis vraiment très satisfait.
Est-ce que toi tu te verrais filmer avec? Bien sûr. Il n'y a même pas de... Ça couplé avec un Atomos. Donc justement pour faire des économies avec les cartes CF qui sont c'est une fortune. Hein. Et qu'est-ce que c'est un Atomos pour ceux qui... L'Atomos, c'est l'enregistreur externe. D'accord, donc vous le branchez sur la sortie HDMI et vous pouvez enregistrer donc avec des débits intéressants, des codecs intéressants. Vous avez du coup une gestion des lots. C'est vrai qu'on m'avait repris sur la vidéo sur le R6, comme quoi c'était pas forcément un très bon boîtier parce qu'il manquait des outils, mais couplé avec l'Atomos, effectivement vous retrouvez tout ça. Ce que je préfère forcément, c'est que tout soit intégré dans le boîtier, tous les outils soient intégrés dans le boîtier sans avoir besoin d'un Atomos. C'est sûr que moi je filme toujours avec un GH5S qui du coup a pas mal d'outils destinés aux filmmakers qui sont présents donc dans le logiciel interne du boîtier. C'est intéressant. Là, il en manque encore un petit peu. J'ai pas la gestion des LUT. C'est des petits détails qui va manquer, mais c'est vrai qu'on va le retrouver en fait avec un Atomos. Donc quand on filme, effectivement, on a un peu plus d'accessoires sur le boîtier, et c'est vrai que du coup, on s'en sortira. Le boîtier, lui, nous fait du 8K en RAW, avec un C-Log de très bonne qualité. Donc, Et du coup, tu retrouves un boîtier qui est parfait pour filmer. Ah oui, bien sûr. En rajoutant quelques petits bien sûr, là, ils ont rajouté par exemple l'histogramme à l'interne sur l'image, sur l'écran de contrôle. Ça peut nous aider. Il y a un peu plus d'informations, il y a un peu plus de choix, il y a un peu plus de réglages en fait en vidéo que je n'avais pas sur le R6 quand même, il faut le dire. Donc c'est un peu plus poussé, on sent qu'ils s'adressent un petit peu à des filmmakers, c'est sûr ça. Voilà, moi je suis très content de la partie vidéo. Il y a aussi une petite option qui est fort agréable pour les filmmakers, c'est le 4K HQ. C'est-à-dire qu'il y a un suréchantillonnage et qui vous permettra d'avoir une image encore plus sharp, on va dire, plus nette, avec plus de détails, plus d'informations en fait au niveau de l'image par rapport en post-production. Ça peut vous aider. C'est un détail qui est important, qui n'était pas présent sur le R6 et qui est présent sur le R5. Donc prenez-le en compte, même si vous voulez pas filmer en RAW, vous avez un mode un petit peu plus luxueux du 4K présent sur ce boîtier. Et aussi on est sur un 4K qui est pas non croppé quoi. Bien sûr, oui, le 4K, voilà. Vous avez le 4K DCI et le 4K Ultra HD, donc forcément qui sont pas croppés du tout. Donc c'est encore une fois, c'est un point positif. Par rapport au, je crois que c'était le R, où c'était un 4K qui était un peu croppé, etc. C'était pas vraiment un 4K quoi. Là on est vraiment sur... on peut filmer avec ce boîtier sans souci quoi, en 4K en tout cas. Je reviens aussi sur le 8K. Vous avez aussi 3 options qui sont intéressantes parce que j'avais peur en fait qu'ils ne sortent qu'un 8K en RAW. Non, c'est pas du tout ça. Ils ont fait le 8K en RAW avec des débits très impressionnants qui vous prendront beaucoup de place en fait, qui risquent de faire chauffer votre carte. Je sais pas encore ça sur les temps d'enregistrement comment ça va se passer. Mais donc vous avez aussi le 8K en All-in 3 et le 8K en IPB, donc ce sont des fichiers qui sont un peu plus compressés mais avec des bons débits qui sont assez corrects et qui vous permettront de sauvegarder un petit peu plus de fichiers sur votre carte. Ça va parce que du 8K en RAW vous allez passer sur une carte de 64 Go, je sais pas, vous allez enregistrer 3 minutes. Je crois que c'est 2 minutes. Hein. Ouais, c'est pas énorme. Tandis que si vous passez sur du 8K en All-in-3, donc quand même un bon fichier encore, hein, vous allez par exemple doubler votre capacité d'enregistrement. C'est intéressant. Sachez-le, j'avais peur en fait, quand je lisais les specs sur le site, je ne voyais que du 8K RAW. Je ne savais pas qu'il faisait aussi du 8K en All-in-3 et en IPB. Voilà, donc c'est présent. Petit point aussi sur l'autofocus. Même en vidéo. Alors, pour moi, c'est quelque chose d'inconcevable en fait de filmer en autofocus parce que vous avez, même avec la meilleure technologie du monde,
vous avez toujours le logiciel en fait, hein, c'est pas l'œil humain, donc lui il s'ajuste en fait, c'est ça, hein, c'est que des fois il comprend pas ce que vous voulez filmer, si vous voulez filmer un visage ou si vous voulez filmer quelque chose en arrière-plan, il peut se passer un petit pompage en fait, et ça c'est très désagréable et ça peut carrément vous pourrir vos plans quoi. Donc moi je suis un partisan de filmer en manuel toujours, et de toute façon avec toutes les aides à la mise au point sur ce boîtier, mais c'est un régal en fait. C'est vraiment un régal. Le picking il est très agréable à utiliser, il est visible, il est très sensible, on voit bien à chaque fois l'évolution, où est-ce qu'on est. Ouais, c'est ça qui est top. Et puis vous avez pas mal d'outils hein, sur la mise au point, ça c'est très intéressant. Vous pouvez par exemple savoir si vous êtes devant ou derrière un sujet, il y a une espèce de petits logos, c'est une aide avec des flèches qui vont se rapprocher et s'éloigner, je sais plus le nom comment ça s'appelle, mais c'est présent, c'est très efficace. Voilà. Donc pour ceux qui filment en autofocus, bon, il y en a, c'est comme ça. Non mais c'est efficace. Franchement, je l'ai testé, ça marche bien. Effectivement, quand vous êtes sur le mode suivi de visage, ça marche bien quoi. Effectivement, même si le sujet passe derrière un objet, passe derrière une porte ou quelque chose comme ça, le suivi il est vraiment là. Il l'enregistre et il devine à peu près où est-ce que le sujet va se retrouver s'il ressortait à cet endroit là. Donc ça marche bien, ça marche très très bien. Je miserai pas tout sur ça. Mais voilà, si vous voulez pas vous embêter, ça peut dépanner. Ça peut vraiment dépanner. Voilà, vous êtes forcément en mariage. Vous pouvez bloquer avec l'écran une zone, donc un visage, un objet qui va bouger, quelque chose comme ça, et ça le lâche plus. Mais vraiment, ça marche très très bien. Vous pouvez vous avancer, vous pouvez reculer, ça marche. Ça marche. Il va y avoir peut-être une erreur de temps en temps. C'est pour ça que moi je préfère filmer en manuel, parce que moi je suis sûr de la mise au point, et si je me plante, je râle pas sur le boîtier, c'est ma faute. Donc voilà, mais sachez que l'autofocus en vidéo marche très très bien. Je pense que c'est dû aussi aux 40 mégapixels, 45 mégapixels, je pense que c'est grâce à ça aussi. Le logiciel est très efficace sur la gamme RF, sur la gamme R. Ça marche super bien, on a pu le tester sur tous les boîtiers, que ce soit le R, le R6 ou le R5. Ça fonctionne super bien, les objectifs sont là pour vous aider aussi, la qualité est au rendez-vous. Moi j'ai presque envie de dire que c'est un boîtier presque parfait. S'il y avait eu quelque chose pour refroidir le capteur, mais je pense que, je sais pas, si Canon l'a sorti comme ça, c'est qu'il y avait des raisons. Après je me dis, avec tout ce qu'il est capable de faire, c'est peut-être inévitable en fait cette surchauffe. Enfin, à l'heure actuelle, avec la technologie actuelle, c'est peut-être ou le boîtier compliqué. Aurait été plus gros. Ou... Voilà, il y a un truc qui aurait peut-être pas suivi, quoi. Voilà. Ou alors il aurait coûté 3 fois plus cher parce que, voilà, il y a peut-être une technologie nouvelle qui aurait dû être mise en place. Je sais Bref, pas. on ne sait pas, et en tout cas, pour moi, c'est un sans faute. Du coup, on va répondre à la question, pour qui est fait le R5 ? Ouais. Clairement, c'est un boîtier qui n'est pas donné. On est sur du 4500 € neuf, le boîtier nu. C'est une petite somme, voilà, assez conséquente. Les optiques RF, elles sont pas gratuites non plus, elles coûtent quand même assez cher, surtout si vous voulez la gamme L avec des optiques qui soient lumineuses. Cependant, voilà, avec la bague d'adaptation, honnêtement, ça vous permet de faire une transition tout en douceur. Vous gardez votre parc optique EF, vous changez juste de boîtier, voilà, vous avez la bague et vous pouvez, voilà, si jamais vous voulez pas lâcher 10 000 € d'entrée, voilà, vous pouvez commencer par investir juste dans un boîtier R, là, que ce soit le R5 ou le R6, ça dépend ce que vous voulez faire. En photo, voilà, ou en vidéo. Voilà, donc pour terminer en fait cette vidéo, parce que voilà, on a donné notre ressenti, on a un peu parlé des caractéristiques du boîtier, sans trop rentrer en détail, parce que c'est assez poussé, et en
je sais pas, en 20 ou 30 ou même 1 heure, c'est pas possible de parler de tout ça. Puis surtout que ça a déjà été dit, donc si c'est pour répéter exactement les mêmes choses. Oui, voilà, parce que les caractéristiques techniques, en fait, Elles changent pas. Ça change pas, c'est pareil. Hein. Une fois que c'est fait en laboratoire, c'est fini. Hein. C'est pas à chacun de donner son point de vue. C'est ça. Mais là, clairement, en tant que moi, photographe, Luc, vidéaste, ouais, c'est un boîtier qui est top sur les deux points de vue, quoi. Que ce soit au niveau de la photo ou au niveau de la vidéo. Clairement, il tue. C'est un boîtier qui est quasi parfait. Enfin, je sais pas si j'ai noté pour le moment des points négatifs à son sujet. Allez, peut-être pour chipoter la durée de vie de la batterie, mais bon, ça c'est un détail. Voilà, t'achètes 3, 4, 5 batteries. De toute façon, c'est quelque chose qu'on fait avec tous les boîtiers, donc s'attarder sur ça, je pense que ça n'a pas trop de sens à l'heure actuelle. Voilà, à partir du moment où on n'a pas une batterie qui meurt au bout d'1 heure, voilà, ce qui là n'est pas le cas. Hein. Mais voilà, clairement, on est sur un beau boîtier qui est solide, qui est rapide, autofocus qui déchire, les menus ils sont clairs. De toute façon, nous on est habitués à Canon pour ce qui est de la photo, donc voilà, on s'y retrouve au niveau des menus, de la prise en main. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Les 45 mégapixels, ça c'est du top. Encore une fois, les optiques RF qui sont géniales. Je pense que c'est un sans faute. Ouais, là, en tout cas, je pense que c'est un côté sans faute. photo, c'est sûr, c'est un sans faute. Côté vidéo, Ouais, forcément, il y a peut-être des choses à dire, mais... Le seul point noir, c'est vraiment le surchauffe. C'est pas une caméra, c'est un appareil photo qui permet de filmer. Mais c'est pas une caméra cinéma, c'est pas... Enfin, voilà. Je pense pas qu'il y ait des équipes... Il y a peut-être des équipes de tournage qui vont s'en servir, mais l'appareil, il va avoir 26 000 accessoires autour. Ce qui fait qu'il va être pimpé... de ouf, quoi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire comme à chaque fois, on essaie d'y répondre comme vous le savez. Et aussi, si vous voulez savoir si vous avez des questions entre le R5 et le R6 ou le R par exemple, un petit peu plus précises, etc., n'hésitez pas à les poser en commentaire et du coup on pourra y répondre dans notre prochaine vidéo qui sera plus un comparatif, voilà, un léger comparatif entre le R5 et le R6 pour essayer de répondre à vos questions et de vous dire nous ce qu'on pense, quelle utilisation, quel boîtier, voilà, quel boîtier serait plus adapté en fonction des différentes pratiques et utilisations qu'on peut en faire. Voilà, on vous dit à très bientôt et encore merci de nous suivre et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. A plus, ciao ciao.